Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Comme à l'accoutumée, nous sommes un mardi matin, il est 9 heures. Je crois qu'on était absent la semaine dernière, donc ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je vais checker que tout fonctionne bien a priori. Tout s'est lancé convenablement dans le groupe, donc profitez-en pour nous faire un petit coucou. Nous indiquer si ce matin vous êtes plutôt sur une option café, thé, court, long, matcha, latte, je ne sais pas quoi. Bref, ce qu'il vous faut en tout cas pour démarrer cette journée du bon pied. Voilà, je vois que vous êtes quelques-uns déjà à vous connecter. Faites-nous un petit coucou et puis surtout, pensez bien, et je vous le répéterai pendant ce live pour ceux qui nous écoutent en live, à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Alors, j'ai par exemple quelqu'un, on va l'afficher, qui nous met coucou Sébastien et Kafi, mais vous voyez, il y a marqué Facebook User. Donc, Facebook User, je vais regarder sur mon téléphone qui tu es. Donc, c'est Cynthia. Donc, Cynthia, pense bien à cliquer sur le lien dans le descriptif, comme ça, je pourrai savoir directement depuis mon écran qui tu es et afficher ton commentaire à l'écran, comme l'a fait par exemple Fabien. Fabien qui nous dit bonjour. Donc, salut Fabien, ravi de te retrouver ce matin. Il doit y avoir Ivana qui est là, Anthony ou d'autres. Vraiment, hein, c'est un format qui se veut le plus interactif possible. Donc, voilà, venez commenter. Je pense que vous êtes déjà pas loin d'une vingtaine à être connectés. Donc, faites-nous un petit coucou. Dites-nous que vous êtes avec nous ce matin. On se sentira moins seul avec Kafi. Voilà, Virginie. Bonjour à tous les deux. Café pour moi. Ben voilà. Ben, c'est café pour moi aussi. Donc, la petite tasse de mon beau-frère de la Fiorentina pour ceux qui connaissent le foot. Kafi a une version un peu plus élaborée. Cappuccino. Voilà. Cool. Allez, c'est parti. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. J'accueille ce matin Kafi. Kafi qui est là, pas par hasard, mais vous le verrez pendant cette interview. J'imagine que Kafi a plein de choses à vous partager, notamment pour celles et ceux d'entre vous, soit qui êtes en début d'activité, soit qui avaient envie de progresser, soit qui est dirigeant d'agence et qui aimerait connaître quelques leviers peut-être pour permettre à des nouveaux collaborateurs qui démarraient dans cette profession de cartonner vite et bien. Kafi, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers qui nous écoutent? Oui, bonjour à tous et puis merci de me recevoir sur ce Rassemblimo. C'est vrai que l'année dernière, je regardais tous tes lives et aujourd'hui, je suis interviewée. Donc, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Donc, mon prénom, c'est Kafi. Ma mère hésitait entre Catherine et Sophie. Donc, j'ai 42 ans, j'ai 2 filles et je suis conseillère en immobilier pour le réseau IAD depuis janvier 2021. Ok, donc on vient à peine de dépasser l'année. Et Kafi, tu es là parce que bon, cette première année a démarré sur les chapeaux de roue, on va dire. Puisque, et vous le savez, ici, on est relativement pudique en fait sur les chiffres d'affaires parce que vous savez, les chiffres d'affaires, ça veut un peu tout et rien dire dans ce métier et on est les premiers à vendre l'idée qu'il y a autant de manières de faire ce métier qu'être conseiller immobilier et chacun ses objectifs, chacun ses envies, etc. etc. Donc, mais on est obligé d'en parler parce que quelque part, ça fait office de référentiel dans notre profession. Alors, chiffre d'affaires, nombre de ventes aussi, hein, parce que en fonction des secteurs où vous vous trouvez, les honoraires moyens vont impacter plus ou moins fortement. Donc, voilà, on a ce référentiel dans la profession d'un nombre de ventes, d'un nombre de mandats parfois, d'un chiffre d'affaires, parce qu'on est obligé à un moment donné de se positionner pour donner des indicateurs qui vous permettent un petit peu de vous positionner. Encore une fois, aucun jugement de valeur sur les niveaux de chiffre d'affaires. Chacun voit midi à sa porte dans le développement de son activité, mais c'est vrai que Kafi, dès sa première année, a fait à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires et prévoit de tripler ce chiffre en 2021. Et ça ne se fait pas comme ça. Et donc, l'idée, c'est que Kafi puisse aussi vous partager un petit peu ce qu'elle a vécu pendant déjà cette première année et ce qu'elle prévoit de faire pour cette deuxième année. Christophe est là, Véronique est là, Philippe aussi. Cool. Eh bien, écoute, Kafi, donc démarrage en janvier 2021, mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Oui, alors, donc, en fait, moi, je suis issue d'une famille d'immigrés. Mes parents ont immigré dans les années 76. Je suis issue d'un milieu modeste. J'ai dû ensuite m'assumer seule financièrement à l'âge de 16 ans et je regrette vraiment rien du tout puisque ça m'a donné le feu, la flamme, le feu sacré. Et donc, à l'âge de 16 ans, je dois travailler, je dois étudier. Je comprends que les études sont assez importantes. Donc, mon parcours
scolaire, hein, rapidement, c'est BEP, Bac Pro, BTS, école de commerce. Okay. Et je suis salariée dans le domaine de la cosmétique pendant presque 15 ans pour un poste, donc j'ai démarré sur un poste d'assistante achat, acheteuse, et je finis sur un poste de responsable achat pour un grand groupe américain dans le domaine de la cosmétique et du luxe. Et il y a 4 ans, donc à 38 ans, je me réveille un jour et je me dis mais qui je suis, j'étais vraiment perdue. Je savais vraiment plus qui j'étais, puisque c'est vrai que dans la vie, on est orienté sur des rails, c'est vraiment une routine et on ne réfléchit pas et on y va parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est un petit peu le modèle que tout le monde reproduit. Donc, je fais tout un développement, enfin, j'établis, je commence par des méthodes de développement personnel, hein, les MBTI, l'arc-en-ciel, etc. J'entreprends aussi la kinésiologie, donc ça c'est plus un peu moins, ça parle peut-être un peu moins à tout le monde, mais c'est plus sur l'énergie. Et je me rends compte que voilà, je ne suis pas épanouie là où je suis. Je comprends que j'ai un besoin, une envie d'entreprendre, d'un métier qui soit tourné vers l'humain et que je veux être de l'autre côté de la négociation, du côté vendeur. Je vois vraiment que les process me bribent, que j'arrive pas à créer, à innover dans les grandes sociétés. J'ai beaucoup appris, hein, bien sûr. Hein, j'ai beaucoup appris sur la stratégie, sur le business, sur beaucoup de choses purement stratégiques pour les grandes sociétés. Mais voilà, je suis dans un moule, dans un cadre. C'est du travail en silo. Et donc, du travail en silo, c'est chacun son travail. Et si ton collègue n'a pas fait son travail, bon, tu dépends de lui. Voilà. Donc, depuis l'âge de 38 ans, j'essaie de comprendre qui je suis. Et je comprends, j'accepte et je m'assume. Je pense que même pour tout le monde, pour tous les métiers, savoir qui on est, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, c'est vraiment très, très important. Et ce n'est pas quelque chose que l'on arrive à faire en une journée, en une semaine. C'est un travail sur du très, très long terme. Donc, pour démarrer tout métier, on doit d'abord savoir qui on est. Quand tu parles de cette révélation un petit peu à 38 ans, à quoi est-ce que tu l'attribues? Tu disais tout à l'heure, c'est peut-être pas du tout ça, mais peut-être que je fais un transfert de mes propres changements de carrière, tu vois, mais tu disais tout à l'heure que tu avais 2 filles. Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui jouent? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai tendance à penser que c'est qu'une fois qu'on est dos au mur et qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on est obligé de prendre des décisions et de bouger, etc. Je sais que c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce que ça a joué pour toi, par exemple? J'ai pas compris qu'est-ce qui a fait tilt en fait? Oui, bien sûr. Parce que, tu vois, moi, je sais que, par exemple, je suis à peu près persuadé que la paternité a joué. Je suis à peu près persuadé qu'effectivement, toutes les raisons que tu évoquais, toi, moi aussi, j'étais dans un groupe avec des process, dans l'impossibilité de faire bouger les lignes, finalement, d'impacter finalement quoi que ce soit d'un point de vue stratégique, etc. Et donc, quelque part, il y a une dissonance à un moment donné. Mais je suis à peu près persuadé aussi qu'il y a des choses beaucoup plus profondes que simplement ça. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à vivre toute une carrière en étant finalement… en suivant les rails d'une entreprise ou d'une stratégie, etc. Et je pense qu'il y a d'autres choses plus profondes qui peuvent jouer. Est-ce que toi, tu les as identifiées? Oui, en fait, c'est vraiment profond. Tu peux plus faire semblant quand tu es dans une société et que tu n'arrives pas à être qui tu es. Et la confiance en soi, ensuite, elle est en dents-de-scie. Puisque du coup, c'est un peu, tu vois, c'est un peu mitigé. Et donc, tu n'es pas toi-même, tu n'es pas authentique. Tu n'es pas épanoui, tu vas au travail, t'as toujours t'as soit la boule au ventre ou ça. Il y a quelque chose, tu n'es pas aligné. Voilà, les planètes ne sont pas alignées. Et je pense que ça, c'est très important. Et au bout d'un moment, ça se ressent. J'ai une amie pareil qui va franchir le pas et qui va franchir le pas d'entrepreneur et qui était salariée aussi pareil dans une très grande entreprise. J'étais un petit peu, si tu veux, dans une prison dorée. Parce que l'image de l'entreprise pour laquelle je travaillais, elle était très, très belle. C'est vrai qu'à chaque fois que je donnais le nom de ma société, on était là, mais waouh, c'est génial, tu travailles pour cette société
société, mais il y en a qui rêveraient de travailler pour cette société. Donc, c'était encore plus dur pour moi de sortir de cette partie salariée. Ça a été quoi le cheminement pour décider de l'immobilier, du coup? Le cheminement, c'est, voilà, je veux entreprendre. Okay. L'ikigai aussi, j'ai mis sur table, donc le schéma de l'ikigai, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on aime faire, ce que les talents pour lesquels on est les plus doués. Comment on peut être rémunéré à travers tout ce schéma-là, et quel est le meilleur métier sur lequel on peut chercher. Donc, à travers le schéma de l'ikigai, j'ai réussi à trouver ma voie et ce qui était d'entreprendre dans l'immobilier. Au début, je suis partie sur le principe de l'investisseur immobilier. Ensuite, je me suis dit, OK, bon, ça va juste me conforter sur la partie la financière, etc. Mais aucun challenge. Et là, je me suis dit, bon, qui a les opportunités qui a les meilleures opportunités immobilières? C'est les agents immobiliers. Donc, c'est de là où je suis partie sur ce métier. Il y a un truc qui revient beaucoup quand tu parles, c'est entreprendre dans l'immobilier, être entrepreneur, etc., etc. Et nous, on en parle beaucoup avec nos consultants, avec nos coachs, par rapport à tous les conseillers immobiliers qu'on accompagne, où on est souvent un peu frustré, ou en tout cas, pour nous, le manque principal, c'est justement cet état d'esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire de prendre son entreprise en main, d'assumer que être conseiller en immobilier, c'est créer une entreprise avec tout ce que ça implique d'investissement en soi ou d'investissement dans des outils, etc., avec tout ce que ça implique de prise de responsabilité aussi, etc. Et pas juste je me lance dans une activité. Et souvent, la sémantique, elle est importante. Les gens disent, je me lance en immobilier, j'ai une activité de conseiller en immobilier. Et toi, tu dis, j'ai décidé d'entreprendre dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, justement, cette dimension d'entrepreneuriat? C'est vraiment la liberté financière, c'est la liberté de s'organiser, c'est prendre des risques, sortir de sa zone de confort, c'est de se dire que demain, tu n'as pas ton salaire qui tombe tous les mois. C'est du challenge, c'est de l'ambition, vraiment beaucoup de choses. C'est sortir du système, on va dire, classique pour oser faire les choses. Et c'est vraiment, c'est profond, c'est aussi dans ton cœur, ça te fait vibrer, c'est quelque chose qui fait vibrer. Donc, tu sais bien de quoi je parle. Oui, bien, ça c'est sûr. Mais, tu parles de prendre des risques, je pense que c'est essentiellement sur cette dimension. Je pense que sur la dimension de liberté, d'indépendance, etc. Et je parle souvent de la différence entre l'indépendance et l'autonomie. Il y a beaucoup de gens qui veulent être conseiller immobilier pour être indépendant. Et indépendant, c'est cool parce que tu vas décider de tes journées, tu vas décider de ton organisation. Mais souvent, ça peut être un danger. Alors qu'être autonome, c'est-à-dire être en capacité de faire les choses par soi-même, etc. Et cette notion aussi de prise de risque, ça manque déjà un petit peu plus. Oui, c'est sûr. Et après, il y a aussi l'innovation, la créativité. C'est quelque chose qui, pour moi, pendant 15 ans, je ne pensais pas être aussi créative. Innover, revisiter des choses, je ne pensais vraiment pas pouvoir le faire. Donc, on se découvre aussi finalement petit à petit. C'est pas évident tous les jours parce que voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut savoir gérer, voir beaucoup plus loin, avoir une vision à long terme et se dire que voilà, qu'est-ce que je mets en place pour arriver à cette vision. Cool. Tu as démarré, tu nous disais donc en janvier 2021, on a parlé un petit peu de tes performances tout à l'heure. Ça ressemble à quoi finalement les 90 premiers jours, tu vois, d'une conseillère qui se lance en immobilier? Ouais, c'est une super bonne question. Alors, donc, de janvier à, oui, on va dire mars-avril, c'est quoi? C'est du travail, donc, de la théorie. D'accord. Et après, avec une vie de famille, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut gérer les enfants à la sortie de l'école, le dîner, etc. Donc, c'est une organisation. La journée, j'étais plus, donc, comment dire, je travaillais plus sur le terrain, donc prospection. Plusieurs types de prospection. Et de 21h à minuit, c'était la théorie. Donc, pendant 3 mois. Okay. Et c'est de la rigueur, du travail. Et pour moi, le travail, qu'est-ce que c'est? C'est RER. Donc, rappelez-vous de ces 3 lettres. Les Parisiens vont plus retenir que les autres. Donc, c'est la régularité, l'engagement, la rigueur.
Donc ça, ces 3 lettres proviennent de Thierry Marx, notre grand chef étoilé français. Et c'est de la discipline, c'est des choses qu'il faut s'imposer, on va dire. Et bon, bah voilà, on avance comme ça. Pendant ces 3 mois, c'était prospection, théorie. Pour varier les plaisirs, on faisait de la prospection différente, terrain, téléphonique, fiche téléphonique, etc. Donc, tu avais une vraie organisation. Donc, tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé de prospection et tu as parlé d'organisation. Donc, tu avais quoi? C'était un agenda, en fait, vraiment très précis de telle heure à telle heure, c'est de la prospection téléphonique, de telle heure à telle heure, je suis sur le terrain, etc., etc. Exactement. Après, bien sûr, j'avais un agenda posé, mais bien sûr, ça pouvait changer en fonction des rendez-vous. En fait, j'ai eu la chance, déjà en décembre 2020, d'avoir mon premier mandat en exclusivité, c'était mon voisin. Et grâce à ce mandat, j'ai réussi à avoir beaucoup d'acquéreurs. Et mon fichier acquéreur, je l'ai beaucoup travaillé. Et grâce à ce fichier acquéreur, j'ai réussi à obtenir des rendez-vous pour faire des R1. Ok, donc ce truc dont on parle très souvent, et je le chope comme ça au vol, qu'il y a 25 à 30% des acquéreurs qui sont également des vendeurs. Donc, quelque part, la petite astuce, c'est bien sûr, il y a l'effort de prospection pour trouver de nouveaux vendeurs, mais il y a aussi profiter de la tension de marché actuelle qui fait qu'à chaque fois qu'on met un bien en vente finalement sur le marché, on a une grande quantité d'acheteurs pour aller dans ce vivier d'acheteurs récupérer des opportunités de mandat. Exactement. En fait, il faut pas négliger les acquéreurs. Et il faut bien prendre le temps de faire la préqualification par téléphone, mais après de garder c'est une mine d'or ce fichier. Et c'est ce qui m'a servi aussi à m'entraîner. Il faut s'entraîner aussi avec ce premier fichier que tu builds, que tu établis au début, parce que tu pars de rien. Tu vois, voilà, ça m'a permis de m'entraîner. Et je dis toujours qu'il faut aller sur le terrain, il faut faire des R1, même si tu n'es pas encore au point. Et il faut en faire de plus en plus. Donc, la rigueur de ton organisation de prospection, donc l'écosystème de prospection que tu as petit à petit mis en place, on a parlé un petit peu des 3 premiers mois. Oui. Finalement, c'était quoi les différentes stratégies de prospection, les différentes typologies de prospection que tu as déployées comme ça dans les premiers mois? Alors, il y a eu différents types, donc la fiche téléphonique, terrain, et j'ai commencé aussi par mes panneaux, la visibilité de mes panneaux. Alors, mes panneaux sont aujourd'hui le fruit d'un travail et de ma visibilité. Aujourd'hui, je suis assez reconnue par mes panneaux. Mes panneaux où on a écrit, où tu m'as donné la phrase qui était ici, on recommande CAFI pour la vente de votre bien. Avec ma tête devant ce panneau. Et ces panneaux ont fait mon succès et font mon succès aujourd'hui, puisqu'on me reconnaît à travers ces panneaux. Oui, j'en ai une vingtaine dans mon secteur à Antony, donc dans le 92. Et à chaque fois, on me reconnaît grâce à ce panneau. Et puis, je peux te dire qu'il y a beaucoup de panneaux aujourd'hui. Mais il faut un panneau pour être visible. Un panneau pour un panneau, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une saveur, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que ça attire l'attention, il faut que ça impacte. Une communication sans rien derrière, ça ne sert à rien. Quand tu dis impacter, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait ta photo et qu'il y ait une phrase un peu différente? C'est ça que tu évoques? Exactement, parce que du coup, en plus, la personne en face, elle est un peu perdue parce qu'elle se dit, mais ils vendent pas, elle est recommandée. Et c'est un petit peu, le panneau ressemble un petit peu au panneau que l'on voit aux États-Unis où voilà, tu as la tête de la personne au pied de la maison. Donc, ça attire l'œil. Il y a Leonardo qui nous dit dans les commentaires, je confirme, on voit bien tes panneaux. En fait, l'idée, c'est que, c'est encore une fois, on évoque là des leviers, on parle de preuve sociale. Quand on parle ici, on recommande CAFI, en fait, c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. C'est-à-dire que, quelque part, on joue sur le fait que, tiens, si cette personne recommande cette autre personne, c'est que cette personne pourrait être utile pour moi parce que je ressemble à la personne qui recommande, parce que je suis moi aussi un habitant d'Antony, parce que moi aussi, je pourrais avoir des besoins, etc. Donc, on joue là-dessus en termes de preuve sociale. On vient bien évidemment mettre le visage aussi, parce qu'il faut que les gens ils puissent aussi on peut créer une familiarité aussi entre associer le nom, le visage, etc., etc. Et puis bon, c'est le bon vieux 4 par 3, mais multiplié finalement à plus petit format, mais à plus grande échelle, et qui fait qu'à un moment donné, on va être encore dans cette optique d'être vu
et revue. Mais j'insiste encore une fois sur ce que Kafi a évoqué. Elle a parlé de prospection téléphonique, elle a parlé de prospection terrain, elle a parlé de ces panneaux. On est bien en train de parler d'un écosystème plus large, le plus large possible. Quand tu parles de prospection terrain, Kafi, tu évoques quoi? C'est vraiment quadriller certains îlots pour aller directement sonner à la porte, se présenter, pas forcément chercher un mandat, mais juste se présenter. Alors, pour moi, la prospection, qu'elle soit pige ou terrain, c'est créer de l'émotion. On va chercher, l'objectif, c'est aller chercher un rendez-vous. C'est pas aller tout de suite chercher le mandat. Donc, comment on crée de l'émotion en terrain? C'est par exemple, tu vois devant la façade de la maison qui a écrit un tel architecte, et ben voilà, tu vas demander, ah oui, votre maison elle est vraiment très belle, qui est l'architecte? Est-ce qu'il y a une histoire? J'aime bien les palmiers. Enfin voilà, il faut créer de l'émotion et pouvoir échanger avec la personne sans parler d'immobilier, sans vraiment rentrer dans le vif du sujet de vouloir un mandat à tout prix. Et donc, tu vas repasser. L'idée, c'est que cette même personne te voit plusieurs fois. Peut-être aussi pour un sujet qui est une question qu'on pourrait avoir là, ou une objection, je ne sais pas, mais donc tu l'as dit, tu es sur Antony. Donc, Antony, ce n'est pas la petite ville, c'est la petite ville versus Paris, mais c'est déjà une taille d'une ville de province, hein, quasiment. Combien d'habitants, Antony? 62 000 habitants. Voilà, 62 000 habitants à Antony. Donc, j'imagine que pour être vu, revu, passer voir des gens et repasser voir des gens, il faut contraindre un petit peu son territoire de prospection. Tu ne prospectes pas sur les 62 000 habitants d'Antony. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Exactement. En fait, que ce soit pour mes panneaux ou que ce soit pour la prospection terrain, c'est des îlots que je vais quadriller et je vais toujours revenir dessus, tu vois. Ensuite, voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a un temps aussi. On a eu la chance que les gens travaillaient en télétravail, donc ils étaient là. Donc il faut profiter de ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, le télétravail, je ne sais plus, mais c'est un peu moindre. Donc, on a eu la chance d'avoir les personnes à la maison, donc il fallait vraiment profiter de cette fenêtre. Okay. Donc, visibilité très importante. Oui. Sur ces, donc, on va dire 6 premiers mois, sur le premier semestre 2021, donc tu as commencé à constituer ton stock de mandats. Donc, on a compris les acquéreurs, la pige téléphonique, la prospection terrain, les panneaux, de la recommandation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur le volume de mandats qui a commencé à rentrer et quand est-ce que ça a commencé à rentrer et puis la source un petit peu des mandats? Oui, en fait, j'ai commencé à rentrer des mandats, à commercialiser des mandats au mois de mars-avril. Okay. Déjà. Toutes les signatures en acté ont commencé à partir du mois de juillet à décembre. Ouais. Donc, il y a eu à peu près de 9 à 11 ventes pour arriver à ce chiffre d'affaires. Bien sûr, je commercialisais des mandats, que ce soit en simple ou en exclusivité. La moitié de mes mandats provenaient de la pige téléphonique. Moi, j'aime beaucoup la pige. Quand on me dit qu'un conseiller immobilier ne fait pas de pige, non, ça fait partie du métier, c'est notre matière première. Sans pige, on n'a pas de mandat. Et là, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. Ok, il y en a certains qui voguent sur la recommandation. Là, ton chiffre d'affaires, il va faire comme ça. Si tu sors de ta zone de confort et que tu fais un peu de pige téléphonique, et ben là, tu vas capter le vent de la chance, comme on dit, et tu vas pouvoir augmenter les mandats. Tu parlais de mandats simples et de mandats exclusifs. C'est quoi à peu près la proportion? Parce que j'avais souvenir quand on travaillait ensemble, ça date maintenant, mais une vraie volonté de développer l'exclusivité. Pour autant, tu t'es pas interdit des mandats simples. Comment est-ce que tu abordes ce sujet-là? Alors, effectivement, c'était difficile pour moi de rentrer que des mandats en exclusivité. Bien sûr, tout le monde préfère travailler avec ce type de mandat. Sauf que quand tu débutes, tu peux pas. Pour moi, je me suis différenciée en mandat simple. Comment? Basique, ne serait-ce que par les photos. D'accord. Après, il y a tout un marketing, il y a un personal branding que je me suis créé sur mes photos. J'ai ma signature, j'ai créé un logo. Enfin, j'ai une vraie personnalité qui me différencie. Et du coup, les personnes me reconnaissent à travers, ne serait-ce que mes photos. Tu vois, c'est le basique. Ce que tu veux dire par là, c'est que tu captais. Mettons que tu étais en mandat simple, que vous étiez 2 ou 3 agences à
commercialiser le bien en question, quelque part, tu t'assurais d'être attractive auprès d'un maximum d'acquéreurs parmi ces 3 annonces-là, parce que l'image de marque, parce que l'autorité perçue, et parce que le fait peut-être qu'on t'ait vu par ailleurs. C'est ça. Il y a plusieurs choses, en fait. C'est vrai que la première chose, c'est aussi par l'emplacement des photos. La première photo, elle est vraiment très importante. Tout passe par le digital aujourd'hui. Donc, la première photo que tu vas publier, elle est fondamentale. Donc, il faut bien la choisir. Aujourd'hui, on cherche beaucoup d'extérieur. Donc, dès lors que tu peux indiquer un extérieur, il faut la mettre en première page. Après, il faut bien la mettre en scène, etc. Et ensuite, oui, mon prénom sur toutes les photos, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on me reconnaît. Donc, tu t'es pas interdit de mandat simple, notamment au début. Est-ce que ça veut dire que la proportion a tendance à évoluer maintenant? Parce que, donc là, si on se projette un petit peu sur la fin d'année 2021 et maintenant le début 2022, puisque a priori, tu es parti pour exploser encore les compteurs cette année, donc tu vas nous dire pourquoi tu m'as dit que tu visais les 600 000 et si c'est vraiment pour le coup dans les tuyaux, parce que je crois que c'est pour le coup dans les tuyaux. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que la proportion du coup de mandats exclusifs évolue maintenant qu'il y a, j'imagine, un peu plus de recommandations? Parce que ce qu'on pressent, moi en tout cas je le pressens dans ce que tu dis, et je ne sais pas si vous, qui êtes en train de nous écouter, c'est la même chose, mais c'est ce côté boule de neige. On entend bien qu'au début, il y a eu pige, il y a prospection de terrain, etc. Mais on imagine bien qu'une première vente en emmenant une autre, en emmenant un mandat, en emmenant une recommandation, etc., et qu'on commence à créer cette boule de neige, ce qui fait cette exponentielle que tu es en train de créer dans ton chiffre d'affaires. À partir de quand est-ce que tu as commencé à avoir cette bascule? Parce que je pense que ça va intéresser ceux qui nous écoutent, la bascule de j'ai beaucoup plus de recos, donc peut-être beaucoup plus d'exclus, donc peut-être que je raccourcis mes délais de vente, et peut-être que je crée une espèce d'inertie très forte dans mon activité. Enfin, pas d'inertie, au contraire, le contraire. Oui, exactement. En fait, c'est plus vers octobre, novembre, décembre où j'ai commencé vraiment à travailler sur comment catcher que des mandats en exclusivité. Okay. Donc, tout ça, c'est un travail sur le R1, le R2, sur la pige, sur le suivi. C'est du travail au quotidien. Mais effectivement, j'ai commencé à le travailler, on va dire, à la fin de l'année 2021, où là, oui, effectivement, j'ai plus de recommandations. Mais je ne m'interdis pas de la pigeuse non plus. Mais j'ai beaucoup plus travaillé, oui, à partir de fin 2021. Et aujourd'hui, j'arrive à le vendre, si tu veux, naturellement, parce que c'est vraiment un avantage pour le vendeur. Ensuite, il y a plusieurs techniques pour le faire comprendre à la personne qui est en face. Mais aujourd'hui, je ne suis pas fermée non plus à du mandat simple. Après, il y a des mandats. En fait, pour moi, que ce soit mandat simple, que ce soit mandat exclu, c'est que de l'administratif. La chose qu'il faut bien retenir, c'est la chose qui est fondamentale, c'est c'est la confiance que l'on va acquérir de son vendeur. Il y a une chose qui est fondamentale dans notre métier. On fait un métier, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on fait un métier d'émotion. Donc l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est pas palpable, s'il n'y a pas de théorie, on peut l'apprendre si tu veux, mais pour moi, l'intelligence émotionnelle, on en avait parlé, hein, c'est savoir comment gérer ses émotions et comment comprendre, se mettre sur le même canal que la personne que l'on a en face pour la comprendre. Tout ça, bien sûr, ça passe par l'empathie, mais par des signaux de la personne qui va te donner en face de toi. Ça peut être la posture, la voix, ça peut être le regard. Il y a plusieurs choses, ça s'apprend tout ça. Et si tu veux, le métier que l'on fait, ce n'est que purement de l'émotion. Le reste, c'est que du travail, c'est que du suivi. Qu'est-ce que je ferai un résumé tout à l'heure de tout ce que tu as évoqué, mais c'est quoi qui fait tu parles beaucoup de la notion de travail. Tu penses que c'est aujourd'hui finalement une des principales variables d'ajustement entre un conseiller immobilier qui vivote et un conseiller immobilier qui cartonne? C'est quoi qui fait la différence en fait? Exactement, le travail, le suivi. En fait, j'aimerais que tu nous dises ce que tu entends par travail, parce que peut-être qu'on n'a pas tous la même lecture de ce mot-là, tu vois. Beaucoup vont dire oui, mais travail, si c'est pour faire 80 heures par semaine, moi, c'est pas la peine de faire ce métier. J'ai pas choisi l'entrepreneuriat pour faire 100 heures par semaine. Qu'est-ce que tu entends par le travail? Alors, le travail, c'est plus savoir être au point techniquement, pour moi.
Ok. Techniquement, c'est quoi le R1, comment on le travaille, le R2, la pige, donc chaque module inhérent à notre métier, pour moi, c'est de la technique. Et la technique, au fur et à mesure, step by step, tu l'apprends et tu la retiens, tu te performes. Alors moi, je fonctionne beaucoup avec la méthode d'apprentissage qui s'appelle le Lean Startup. Je ne sais pas si ça te parle. Donc, c'est une méthode d'apprentissage où on va sur un projet, une idée, prendre un échantillon de personnes, tester ce que l'on a appris, analyser et confirmer la stratégie ou la bifurquer. Et cette méthode, elle marche aussi même pour soi. Si tu es quelqu'un de timide et que tu as peur, tu ne sais pas dire non, et ben voilà, tu pars sur le principe de je veux pouvoir dire non, ok, ben je vais le tester sur un échantillon de personnes, je vais analyser ce qui s'est passé et voilà, j'adopte la technique ou pas. Donc cette méthode, elle est applicable sur plusieurs sujets. C'est important ce que tu dis là, c'est la notion de pratique délibérée aussi. Et en fait, ce que j'invite vraiment là, ceux qui nous écoutent, c'est de. Parce que moi, j'essaie de lire un peu entre les lignes de ce que dit Kafi. Kafi a parlé de différents modules dans notre profession. Elle parle de cette notion, effectivement, d'amélioration continue. Et en fait, il faut vraiment que vous essayiez à un moment donné de prendre un papier, un crayon, ou pour ceux qui sont plus efficaces avec des outils visuels, ou peu importe la manière dont vous le faites. Soyez à l'aise en tout cas avec ça, mais c'est vraiment de découper toutes les tâches qui sont les vôtres, de découper vraiment tout votre processus de développement de votre activité, depuis des différentes stratégies de prospection, en passant par vos rendez-vous avec vos vendeurs, vos remises d'estimation, etc. Vraiment toutes les étapes, la visite, vous décomposez toutes les étapes de votre processus et pour chacune des étapes, vous avez un process bien établi, vous avez une méthode que vous essayez de déployer. Et pour chacune de ces micro-étapes, à un moment donné, vous allez vous dire, bah, là, j'aimerais améliorer ce pan de mon activité-là. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Mon process, c'est celui-là. Vous allez le tester, vous allez améliorer petite brique par petite brique. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois que vous allez améliorer de 5% la manière dont vous opérez en prospection de terrain, puis de 5% la manière dont vous remettez vos estimations, puis de 5% vos négociations, etc., ben, à la fin, ça fait une vraie exponentielle dans votre progression personnelle et votre progression continue. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail que feraient effectivement, et c'est ce qu'évoque Kafi, les ingénieurs dans une chaîne de montage. C'est des techniques industrielles, hein. Mais c'est vraiment de quelque part d'industrialiser la manière dont vous opérez et de regarder comment vous pouvez améliorer chaque micro-détail de chaque étape du processus. Exactement, même je peux vous donner des tips donc, sur chaque étape. Donc le R1, pour moi, le R1, on ne va pas argumenter. On va questionner sur ce qui s'est passé, sur aujourd'hui ce que veulent faire nos prospects, plus tard, quel est leur projet. On va faire une espèce de diagnostic. Et il faut pouvoir se positionner en tant qu'offreur et pas demandeur, donc comme tu le soulignes bien dans tes formations. Et on ne va pas argumenter. C'est pas facile de ne pas argumenter dès le premier rendez-vous. En tout cas, c'est plus naturel pour certains que pour d'autres, mais chez toi, je sais que c'était contre nature. C'est ça. Et du coup, j'ai vraiment travaillé sur ce point-là pour ne pas argumenter. Et questionner sur le passé, le présent, le futur. D'accord? Donc, R1. R2, là, on a notre valeur ajoutée. OK? Donc, il faut pouvoir se différencier des autres en présentant un avis de valeur. Et pour moi, l'avis de valeur, c'est un show. On va partir sur… il faut pouvoir présenter l'agenda. Alors, premièrement, on va reprendre les caractéristiques de votre bien. Deuxièmement, on va faire le point sur ce qui s'est vendu dans le coin. Et dernièrement, on va parler de la concurrence. Donc, l'avis de valeur, c'est un show. Et c'est là où on va pouvoir, à la fin, aussi argumenter. Ouais. La pige, donc comme je disais tout à l'heure, la pige, c'est que de l'émotion. Émotion, pige téléphonique, alors bien sûr, il faut en amont bien regarder l'annonce. Savoir si on parle d'un appartement, d'une maison, 3 pièces, 4 pièces. Et on va retenir quelque chose, par exemple, sur le salon. Ah, j'adore votre salon. Vous l'avez acheté où? Vous me le vendriez bien si vous en voulez plus après. Enfin, émotion. On va jouer sur l'humour, on va jouer sur l'histoire, sur vraiment plusieurs. Enfin, il y a plusieurs matières à jouer sur l'émotion.
Et le suivi d'un agent immobilier, c'est vraiment primordial. On a aujourd'hui tous les outils pour pouvoir suivre, que ce soit les acquéreurs, que ce soit les prospects vendeurs, que ce soit nos vendeurs, nos mandats. Si on n'a pas d'appel pendant 2-3 jours sur un mandat, eh ben, il faut pouvoir appeler son client et lui dire bon ben voilà, il n'y a pas eu d'appel, j'ai eu tant de vues sur tel mandat, suivi. C'est pas, bien sûr, c'est pas cool d'appeler son vendeur, de dire bah, il s'est rien passé sur le bien, mais il a besoin. Le vendeur a besoin de savoir toujours quotidiennement ce qui se passe sur le mandat, même s'il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les tips que je voulais partager. C'est cool, merci pour ça. Si on se projette sur un petit peu la suite, donc le fait de vouloir maintenant, ou d'être sur le point en tout cas de tripler le volume d'activité pour 2022, moi ce qui m'interroge par rapport à ça, c'est pas tant le comment, parce que je ne suis pas certain que le comment soit très différent de ce qui t'a amené à faire cette première année, tu vois, parce que je pense que c'est juste en fait une continuité logique de garder cette rigueur, ce travail, cette prospection, cette image de marque, cette empathie, tout ce que tu as évoqué depuis tout à l'heure. Donc, je ne crois pas que la méthode soit différente. Non. Mais comment est-ce que, souvent, ce qui va plafonner les conseillers immobiliers, c'est l'organisation. On parle beaucoup aujourd'hui de scaler une entreprise, donc d'emmener une entreprise à plus grande échelle avec un minimum de ressources. Et je pense que ce qui plafonne les conseillers immobiliers au niveau auquel toi, tu es arrivé, on va dire, au bout de ta première année, ben, c'est des questions d'organisation, des questions peut-être aussi de croyances, des questions, voilà. C'est quoi, en fait, la clé pour ensuite vraiment démultiplier son chiffre d'affaires sans pour autant avoir besoin de faire des choses très différentes? Non, c'est clair, mais c'est une bonne question, c'est pas évident. Après, il y a les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas beaucoup travaillé la première année et aujourd'hui, je les travaille. J'ai une personne qui m'aide aujourd'hui pour définir une nouvelle stratégie. Donc, je vais partir plutôt, oui, sur les réseaux sociaux. Okay. Ensuite, moi, j'adore revisiter ce métier. Donc, c'est innover. C'est comment pouvoir te démarquer versus toutes les agences, les autres conseillers. Donc, c'est innover. Comment? Bon, le sponsoring sur des événements, les commerçants, etc. Mais j'ai envie de proposer des choses qui sont différentes. Je sais pas, tu sais, quand on vend une maison, on veut pouvoir être vu. Donc, on organise l'apéro avec les voisins. Donc, pourquoi pas organiser un événement dans ce quartier-là, dans cet îlot où tu veux être vu. Donc, je le garde pour moi, mais c'est innover. C'est très important. Revisiter, pour moi, revisiter ce métier, c'est important. On a de matière à. On est sur une nouvelle ère un peu plus digitale. Donc, voilà, à voir comment on peut innover. C'est vrai que j'arrive à un moment donné aujourd'hui où je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie, c'est parce que j'ai très vite réussi à, comme tu dis, à obtenir des mandats et aujourd'hui, pour démultiplier, pour multiplier par 3 son chiffre d'affaires, bon, il faut quand même mettre des actions en place. Ouais. Donc, intéressant en tout cas sur le côté qu'on enseigne très souvent, c'est de commencer d'abord par son implantation locale physique avant de venir rajouter la surcouche digitale. Donc là, tu rajoutes la surcouche digitale. C'est ça. Tu exclus pas non plus des actions de terrain, toujours de connexion avec les habitants, etc. J'ai vu passer encore des choses hier qui mixent les deux, hein, c'est-à-dire à la fois réseaux sociaux, mais aussi je mets en avant des commerçants, etc., etc. Donc cet ancrage local qui peut qui peut à la fois avoir une démonstration d'un point de vue digital. Par contre, je reviens sur ma question de l'organisation, c'est-à-dire que pour faire une trentaine de ventes dans l'année, il faut rentrer 35 à 40 mandats. Je ne sais pas quel est ton objectif pour 2022. Pour rentrer ce nombre de mandats-là, ça demande un certain nombre d'estimations. Donc, ça demande de l'organisation. Tu me disais tout à l'heure que tu avais deux premiers rendez-vous cet après-midi, je crois. Donc, quand tu as plusieurs rendez-vous vendeurs dans une même semaine, plus les visites à opérer sur tes mandats, plus les appels, actuellement, on a 30, 40, 50 appels par mandat rentré. Enfin, tout ça, ça demande une rigueur, tu l'as évoqué, mais surtout une organisation. C'est quoi ta journée type, en fait? Comment est-ce que tu t'organises pour être à ce volume-là d'affaires? Il faut pouvoir être efficace, aller droit au but. Donc, la mécanique, je l'ai, tu vois, donc j'arrive à l'avoir et à l'appliquer au fur et à mesure. Donc, efficacité, essayer de gagner le maximum de temps possible. Si on voit que le mandat, enfin que le client n'est pas, on va dire,
un projet à long terme, bon, ben voilà, on va passer à autre chose. Il faut pouvoir être efficace. C'est la productivité. Une journée type, pour moi, oui. Hier, 3 shootings photos sur 3 mandats, et mandats simples, mais pouvoir aller droit au but à chaque fois. Et tout ça, c'est le chemin le plus court. C'est ça, et tout ça, ça passe par l'émotion, par qui tu as en face. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle a un projet de suite, tout de suite? Est-ce qu'elle va te faire confiance? Il y a beaucoup de... Ouais, c'est peut-être pas... Enfin, je sais pas si c'est clair de ce que j'ai dit, mais... Non, mais c'est très clair. Mais je sais que je connais l'audience et je sais que, bon, ça questionne. Et on a justement la question, peut-être, Fabien, qui nous demande, est-ce que tu fais tout toute seule ou est-ce que tu as des assistants ou que tu externalises une partie de tes process? Je n'externalise uniquement les réseaux sociaux, okay, pour l'instant. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'aime vraiment faire toutes les tâches, même les photos, j'adore faire les photos. Je me suis, j'ai vu que j'avais du talent pour les photos. Ensuite, j'allie aussi le sport, mon quotidien. Je fais des photos quand je vais courir, je fais des photos pour mes réseaux sociaux. Donc, j'essaie de cumuler les deux choses. Quand je fais du sport aussi, quand je vais courir, je vais repérer des maisons. Ce matin, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Je vais dire bonjour aux habitants. Il était tôt ce matin. Enfin, j'essaie d'allier plusieurs choses à la fois. Je vois très bien ce côté. C'est un peu flippant aussi parfois pour nos proches, mais ce côté d'optimisation permanente. On vit dans ce monde un peu là. Alors, ça n'a pas que du bon toujours, hein, mais j'ai constamment un podcast dans les oreilles en même temps que je cuisine et en même temps que je plie le linge et en même temps que je réponds à un truc. Voilà. Donc, ça a forcément ses limites en termes de charge mentale. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on veut accomplir plus en moins de temps, ça demande parfois d'optimiser les choses en faisant plusieurs choses à la fois, etc. Alors, encore une fois, hein, ça n'a pas toujours que des avantages. Mais c'est sûr que là, en l'occurrence, dans le cas du sport, si on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est d'autant mieux. Sybille nous dit bonjour à vous deux, bravo Cafi pour tout ce que tu entreprends. Ori nous dit Cafi, merci, c'est très intéressant et rafraîchissant, bien loin du Yaka Faucon. Allez, je vous laisse la possibilité de poser une dernière question à Cafi si vous le souhaitez. Le temps pour moi de lui en poser une dernière de mon côté, mais n'hésitez pas à ceux qui êtes en train de regarder en live ou même si vous nous écoutez en podcast à mettre un like ou 5 étoiles ou un commentaire sympa ou à partager l'interview. N'hésitez pas ou à venir taguer quelqu'un pour que cette personne puisse voir ce podcast. Cafi, on a commencé un peu par la croissance personnelle, etc. Est-ce que tu as des ressources peut-être à recommander aux conseillers qui nous écoutent, de la lecture peut-être ou des podcasts? Comment est-ce que tu fais ce cheminement de croissance personnelle? Moi, j'ai lu tous les classiques, hein, tu vois, The One Thing, le The Millionnaire, les entrepreneurs. J'ai vraiment tous les basiques. Le personnel MBA aussi. Celui-là, on n'en a jamais parlé ici, donc le personnel MBA. Il est pas mal. Dont on n'a jamais parlé ici. Et après, il ne se lit pas d'une traite parce qu'il est assez épais. Après, oui, c'est vrai que c'est beaucoup dans dans la stratégie, dans le mindset aussi. Après, le mindset, j'ai un petit tips pour le mindset. J'ai aussi couru mon premier marathon en octobre 2021, donc l'année dernière, 5h18. Et pendant les 3 dernières heures, je peux te dire que j'ai couru au mental. Donc, pour arriver à travailler son mental, faites du sport, un sport qui vous passionne. Parce que avec le mental, tu peux aller jusqu'au Mont Blanc. Je me suis répétée pendant 3 heures, mais t'as pas mal, ça va bien se passer. Tout va bien, on y va, ça va. Allez, c'est parti. 3 heures, j'avais mal partout, des crampes. Pied droit, pied gauche, cuisse droit. Enfin bref, j'avais mal partout. Et le mental peut t'emmener vraiment très, très loin. Donc, comment on le travaille? On peut le travailler par du sport.
au fur et à mesure, enfin, des objectifs que l'on va se donner à travers le sport. Et le sport, ça permet aussi autre chose. On sécrète une hormone qui est l'endorphine et ça me permet de créer, de sortir des idées. À chaque fin de session, j'écris sur mon téléphone les idées que j'ai travaillées pendant la course. Tu vois. Et il y a différents sports. Donc la course à pied, c'est un sport où tu es solitaire, tu es tout seul pour arriver à la ligne d'arrivée. Je pratiquais aussi la boxe, je la pratique plus maintenant, mais la boxe, c'est beaucoup de stratégie. C'est une stratégie que tu vas adopter en face de ton adversaire, ça marche, super, ça marche pas, ok, tu bifurques, tu changes. Donc, le sport, quel que soit le sport, faut marcher, faut bouger et ça va travailler votre mindset et ça va vous permettre aussi de sortir des bonnes idées et d'être créatif. Cool, merci pour ça, Kafi. Alors, du coup, on a 2-3 questions. Alors, maintenant que j'ai demandé de les poser, on va les prendre. On va se donner 3-4 minutes quand même. On en a plusieurs. Je vais aller de la plus rapide à la moins rapide, peut-être. Philippe nous demande, est-ce que la lecture a été un élément primordial dans ton développement? Primordial, oui, ça m'a aidé. J'ai aussi lu le livre d'Alexandre Marx, Oser. Ouais. Je sais pas si tu vois, et ça m'a permis oui, de franchir le cap et de sauter le pas. Ok, donc la lecture, oui. Ori nous demande une question sincère. Tu parlais d'ennui. N'as-tu pas peur de ne pas réussir à te réinventer sans cesse en tant que négociatrice? Donc, tu évoquais le fait que, comme il y a de l'ennui, tu veux mettre en place de nouvelles choses, etc. en 2022. Est-ce qu'il y a un moment où tout ça, ça plafonne ou comment est-ce que tu vois ce truc-là? Il y a toujours des idées. Ça, je veux dire, bien sûr, peut-être qu'à un moment donné, je vais m'ennuyer, j'en sais rien, mais effectivement, ça peut. Mais je pense qu'il y a toujours des idées pour se réinventer, revisiter. Cool. Et puis, Sybille nous dit, si ce n'est pas indiscret, quel a été le montant de budget prospection pour t'assurer cette visibilité? Donc, tu as parlé des panneaux, tu as parlé de plein de choses, et d'autres frais, outils, formation, etc. Alors, formation, oui, j'ai investi sur différentes formations, dont la tienne, Sébastien. Panneaux, c'est le prix de panneaux. Journal d'Anthony aussi, où je publie un petit encart tous les mois avec une phrase qui est soit une citation ou soit qui est différente de l'immobilier. Donc, je suis partie sur consommer local lors du confinement. Je ne suis pas une agence, je suis Kafi. Sur des petites phrases qui vont attirer toujours l'attention. Donc, non, pas énormément de budget. Donc, sur formation, oui, pour donner un prix, je suis partie sur 12 000 euros. Ouais. Voilà, si on veut être dans la transparence. Sinon, après, c'est des panneaux. Le prix d'un panneau, 20 euros. J'en ai une vingtaine. Puisqu'on parle de ça, Kafi, c'est à quel point est-ce que tu situes le retour sur investissement? Et je pense qu'il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui se posent la question de la formation. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est important aussi qu'on le dise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur l'intérêt d'aller se former probablement ailleurs que à l'intérieur de leur réseau immobilier, finalement. Et forcément, la question qui vient souvent, c'est quoi le retour sur investissement? Ce sont des montants qui ne sont pas neutres, tu l'as évoqué. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de retour sur investissement? Pas forcément financier d'ailleurs, hein, mais en tout cas, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça apporte des choses que l'on voit pas, parce que moi j'étais novice. J'ai commencé en janvier 2021, je suis partie de rien. Donc entre la théorie, ce qu'on a en théorie, ce qu'on a sur le terrain, ça apporte autre chose, quelque chose qui est différent, qui va te différencier. Après, c'est à toi d'en faire ce que tu peux, ce que tu veux, mais ça apporte autre chose et c'est très important. C'est un investissement. Il faut. Souvent, on met beaucoup de pression sur les formations dans le sens sur la quantité de choses que ça peut apporter, alors que parfois le retour sur investissement se fait sur un moment, un truc qu'on capte dans une conversation, dans un échange avec d'autres membres de la communauté ou avec le formateur ou le coach, etc., qui à lui seul rembourse l'intégralité de la formation plutôt que simplement tout le cheminement finalement. Oui, après, il y a une chose, c'est le travail. Si derrière, tu ne travailles pas, ça ne va servir à rien. Enfin, je veux dire, prendre une formation, être élève d'une formation, c'est aussi travailler. Ça ne va pas venir tout seul. Hein. Je rigole.
Je viens de tourner les pages de mon cahier en même temps que tu disais ça, parce que j'ai pris des notes hier. On était en réunion hier matin avec nos coachs et nos consultants. Et il y en a un qui disait, je l'ai mis entre guillemets, il a dit, la formation ne fait pas tout, bougez-vous, en parlant de potentiellement de nos membres. Et puis, il a rajouté, une gazette et 3 SMS, ce n'est pas la fête au mandat. Il faut leur dire la vérité. Et ce n'est pas parce que tu vas faire 2 trucs que d'un coup, tu vas rentabiliser ta formation ou en tout cas, ton business va exploser, quoi. C'est ça, exactement. C'est du travail derrière aussi. Enfin, je veux dire… Merci beaucoup, Kafi, pour ces 50 minutes passées ensemble. Merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous, pour vos super messages. On a Nadia qui nous disait « J'ai pris 4 pages de notes. Merci pour la richesse de cette interview. Engagement, travail, mental, résilience, stratégie. Merci. Très inspirant. Merci, Kafi, nous dit Véronique. Tu es une vraie chef d'entreprise, nous dit Sybille. » Voilà. Plein de gentils commentaires. Continuez en dessous de cette vidéo, que vous soyez en train de la regarder, dans le groupe Facebook Rassemble Imo, sur YouTube. N'hésitez pas également à interagir, on voit passer tous vos commentaires. Et puis sur le podcast. Moi, je vous retrouverai avec très grand plaisir la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'accueillerai Maria Weyman. Et avec Maria, on parlera de publicité Facebook. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les dernières nouveautés de la pub Facebook, parce que ça bouge toutes les semaines et ça a encore beaucoup bougé depuis ce début d'année. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver la semaine prochaine pour notre prochaine interview. Voilà, plein de gentils messages qui sont en train d'arriver en commentaire. Je te laisserai, Kafi, aller jeter un coup d'œil dans le groupe. Merci beaucoup, en tout cas, Kafi, pour ce temps. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour 2022. Alors. Merci à toi, à toi aussi, bien sûr. Ciao, Kafi. Ciao à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir à tous.